Les cessions que nous avons réalisées s'élèvent en moyenne à 3,1 fois les montants investis. En TRI, on est proche de 30% en brut. Donc voilà, on a des résultats financiers qui sont tout à fait honorables par rapport au marché. Et en termes d'impact, nos participations ont permis d'éviter l'émission de 8,9 millions de tonnes de CO2. C'est absolument énorme. C'est plus de 2% des émissions de la France en 2024. Donc un très gros résultat d'impact. Et ça a mis presque 7 ans pour faire le premier closing, donc le lancement du fonds, et presque 8 ans pour finir la levée du fonds. C'est très long. Cette finance peut contribuer à l'évolution vers une société plus inclusive, plus heureuse, plus durable, et dans la durée même permettre la neutralité carbone. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Entretien avec un VC. Aujourd'hui, on va parler Impact Investing, mais pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Fanny Picard. Bonjour Fanny. Bonjour Benjamin. Fanny est la pionnière de l'impact en France puisqu'elle est la fondatrice et présidente de Alter Equity. Alter Equity qui est un fonds à impact que tu as lancé, je ne sais même plus dire quand est-ce que c'était ce lancement. J'ai commencé d'y travailler en 2007. En 2007. Et donc, écoute Fanny, merci déjà d'avoir accepté cette invitation. Merci de ton invitation. Ce que je te propose, c'est très rapidement, pour quand même nos auditeurs qui ne te connaissent pas, de te présenter. Et puis, peut-être pour nous dire d'où tu viens et surtout comment tu en es arrivé à créer ce fonds, à être une de ces premières femmes en France qui crée un fonds d'investissement et d'autant plus à impact. Je viens d'une famille dans laquelle la question politique et la question d'intérêt général étaient extrêmement prégnantes. La famille de mon père avait été communiste et ça n'était pas du tout le cas de la famille de ma mère. Il y avait des débats incessants sur les modèles à adopter pour permettre à la fois la justice sociale, le bonheur des personnes et l'efficacité économique. Et jeune, je voulais faire de la politique pour porter des modèles de développement alliant ces deux grandes catégories d'objectifs. Et j'ai commencé à travailler dans la banque d'affaires chez Rothschild avec l'ambition notamment de constituer un patrimoine qui me permettrait de m'engager en politique en pouvant prendre le risque de ne pas être élu ou réélu si les idées que je défendais n'étaient pas partagées. Et puis, sur ce chemin, je me suis à un moment effectivement engagée en politique. Je me suis rendu compte que c'était un univers très particulier pour lequel probablement je n'étais pas taillée. Je suis quelqu'un de très sensible et c'est un univers très dur. Alors j'ai continué plutôt dans la vie professionnelle. Et puis, néanmoins, sur ce chemin professionnelle, je me suis engagée sur des causes qui me tenaient particulièrement à cœur. Et par exemple, je me suis engagée depuis plus de 15 ans maintenant aux côtés d'une association qui s'appelle Mosaïque RH, oui, qui aide à l'accès à l'emploi des jeunes des quartiers. Les questions d'égalité des chances me tiennent vraiment très particulièrement à cœur. Et dans la continuité de cet engagement et de cette action qui avait été précédée par d'autres, mais celle-là, ça a été la plus importante, j'ai eu l'envie de créer un fonds qui financerait des personnes issues de la diversité avec l'idée que, de même que dans leur vie quotidienne, elles sont objets de discrimination dans l'accès au financement et particulièrement aux fonds propres. Et c'est ce qui m'a conduit... C'est ça, un peu ton postulat de départ, quoi. C'est ça le déclencheur. Alors, entre-temps, j'avais acquis un début de légitimité pour faire ça, parce que, effectivement, j'avais travaillé en M&A chez Rothschild, chez Danone, et j'avais été notamment directrice des opérations financières de Wendel, donc en charge des investissements et ayant structuré de grosses opérations assez visibles. Mais c'est ça, oui, le déclencheur. Et puis, sur ce chemin, j'ai rencontré un monsieur qui s'appelle Alain Grandjean, qui est le cofondateur de Carbone 4 avec Jean-Marc Jancovici, qui m'a permis de comprendre en 2007 la gravité des dérèglements environnementaux, le climat, bien sûr, d'abord, mais aussi
les enjeux de biodiversité et les autres ressources, les ressources non vivantes. Et j'ai voulu intégrer, en mesurant la gravité de ces sujets, ces dimensions dans le projet, qui est donc devenu d'investir dans des entreprises utiles par leur activité au collectif d'un point de vue social, d'une part, c'était l'idée de départ, ou environnemental. Premièrement, entre parenthèses, aucun fonds dans le non-coté en France n'avait effectivement, et comme tu le disais, fait ça encore à ce moment-là. Et deuxièmement, et aucun fonds ne l'avait fait non plus encore en France, d'exiger de nos participations qu'elles s'engagent dans un plan d'action pour faire évoluer leurs pratiques de gestion, leur comportement vers toujours plus de responsabilité. Donc une responsabilité sociale et environnementale qui allait s'appliquer au niveau de l'activité et des comportements. Le tout en recherchant un rendement financier élevé, à la fois pour attirer des souscripteurs et aussi pour contribuer à démontrer qu'il est possible d'être à la fois rentable et responsable et qu'il fallait arrêter d'opposer les deux. Et je t'assure qu'à l'époque... Exactement. J'allais dire aujourd'hui, j'ai envie de dire que ça parle et que ça commence à être quand même bien intégré et c'est même maintenant, on peut même parler d'impact washing, impact bashing dans les fonds, puisque tout le monde se veut être un fonds impact. Et on comprend le sens de l'impact parce qu'on a quand même vu déjà des beaux succès en France comme de par le monde. Mais à l'époque, t'étais plutôt prise pour une Uniberlue en disant t'es sympa, mais comment c'était plutôt associé à la philanthropie quand on faisait ce type d'investissement qu'autre chose. Et donc t'es venu avec cette idée assez innovante à l'époque. En plus, le social, c'est particulièrement compliqué. Et je pense que ça l'est encore, et on pourra peut-être en rediscuter après, parce qu'autant investir dans l'énergie, dans l'environnement, ça parle de plus en plus aux gens, parce qu'il y a eu aux personnes, parce qu'il y a eu un grand travail qui a été fait et on en parle énormément. Ouais. Investir dans la diversité, je crois que c'est encore un autre combat qui est encore plus loin, plus difficile encore à mener. J'ai le sentiment, mais je serais ravi d'avoir ton avis là-dessus. Non, je partage tout à fait. Du coup, tu te lances et donc tu décides de monter ce fonds. Et ça commence comment quand on se lance pour monter un fonds, qu'on a un sujet hyper innovant, qu'on est une femme, donc pour le coup, tu avais déjà démontré beaucoup de choses au travers de tes expériences de financières dans tout cet écosystème. C'est par là que tu as commencé? Tu as été voir tes anciens patrons pour qu'ils viennent financer? Comment ça s'est passé? D'abord, j'ai mis beaucoup de temps à définir le dispositif. Et d'ailleurs, y compris sur le conseil d'un de mes anciens patrons, Edward Rothschild, qui m'a dit « Ne sors pas trop vite, attends d'avoir vraiment finalisé ton dispositif avant d'aller voir les investisseurs, parce que tu n'auras qu'un coup. Donc attends d'être prête avant d'aller les voir. » Le conseil opposé de ce qu'on donne à tous nos start-upers, n'attends surtout rien, fonce, il faut faire du lean startup. Lui, son conseil avisé, c'était sois préparé, tu n'auras qu'un coup. Ouais, c'est intéressant quand même. Et je pense que c'était extrêmement juste. Et de fait, la communauté des investisseurs, de ce qu'on appelle les LPs dans notre jargon, Limited Partners, les investisseurs dans les fonds d'investissement sont extrêmement sollicités. Et c'est vrai qu'ils ne te donnent pas 5 fois ta chance. Donc si tu vas les voir à un moment où tu n'es pas complètement prêt et qu'ils ont le sentiment que ton projet ne tient pas bien la route, ils ne te reçoivent plus ou alors il va falloir attendre très très longtemps. Donc je crois que c'était un très bon conseil. Mais comme tu l'évoquais et je l'évoquais, ce concept n'existait pas. Donc en fait, à chaque fois que j'avançais, je tirais un fil, mais j'allais encore plus loin, etc. Donc ça a pris un certain temps de fabriquer le modèle et d'être suffisamment sûr que c'était le bon modèle. Donc ça, c'était la première étape. Et puis après, effectivement, on va voir les gens qu'on peut aller voir. Donc on tire les ficelles des gens que l'on connaît. Et là, ça a été assez merveilleux parce qu'il y a un certain nombre de gens qui m'ont donné des contacts, des dirigeants de fonds qui m'ont donné la liste de leurs investisseurs. Donc j'ai été très aidée. Et aussi des dirigeants économiques qui ont cru dans le dispositif. Et c'est assez intéressant parce que comme c'était très innovant,
mes interlocuteurs au sein des investisseurs institutionnels n'accédaient pas du tout, tu l'évoquais, à l'idée. Et donc, ça fonctionnait pas. Donc, quand des investisseurs institutionnels ont investi chez nous, c'est parce que leur numéro 1 ou leur numéro 2 ont dit il faut le faire, il faut investir. Et pour ça, il fallait avoir accès à ces gens-là. Et ça a été une chance extraordinaire et effectivement un effet boule de neige, mais qui a pris beaucoup de temps. Justement, ça a mis combien de temps ? Ça a mis presque 7 ans pour faire le premier closing, donc le lancement du fonds, et presque 8 ans, de l'ordre de 8 ans pour finir la levée du fonds. C'est très long. Ah, c'est bien de nous le partager. Ça a été un vrai chemin de croix, cette opération ou cette levée de fonds. Ouais, ça a été vraiment, vraiment, vraiment difficile. Et pour la raison que tu mentionnais tout à l'heure, c'est-à-dire que on nous prenait pour des gens pas très raisonnables d'imaginer qu'on puisse être rentable et responsable en même temps, de nous parler de social, personne ne voulait en entendre parler dans les affaires, de nous parler d'environnement, c'était un sujet, les gens n'étaient pas conscients de la gravité des dérèglements environnementaux. Quand on parlait de développement durable, le visage des gens se tendait parce qu'en fait ils avaient déjà entendu ce terme mais ils ne savaient pas ce que ça voulait dire. C'était très très difficile de soutenir ce sujet. On était First Time Team, First Time Fund, c'est un métier, l'investissement, dans lequel c'est une vraie difficulté. Je suis une femme, tu l'as dit à plusieurs reprises, on ne se rend pas compte en tant que femme, en tout cas moi je ne me suis jamais rendu compte de la difficulté en tant que telle d'être une femme. Mais à force, je suis bien obligée de constater que, en tout cas pour les autres, c'est une conséquence. Tu as dû voir l'étude de Sista BCG d'il y a quelques années qui, c'est ça, il y a 2% des montants investis par les fonds d'investissement qui sont dirigés vers des entreprises, qui sont orientés vers des entreprises dirigées par des femmes. Donc pour les fonds. Donc, si c'est le cas pour les entreprises, pour les startups, c'est probablement aussi un peu le cas pour les fonds. Et d'ailleurs, il n'y a pas énormément de femmes dirigeantes de fonds. Donc, est-ce que ça a joué ou pas ? Je n'en sais rien, je ne le saurai jamais. Personne ne m'a jamais dit, puisque tu es une femme, je ne vais pas investir chez toi. Mais peut-être que inconsciemment, ça a joué un rôle. Mais surtout, je crois que le sujet le plus important, c'était la dimension complètement disruptive du projet, qui n'existait absolument pas à l'époque. Les autres fonds d'impact d'aujourd'hui faisaient autre chose. Un Citizen Capital investissait dans des entreprises justement dirigées par des personnes issues de la diversité. Un impact partenaire investissait dans des entreprises qui étaient localisées dans les quartiers. Mais cette idée d'un fonds d'investissement qui renouvelait complètement la finalité de l'investissement en venant dire que l'intérêt général peut être porté par l'entreprise, peut être porté par la finance et pas seulement par l'État. Et avec un raisonnement qui est que l'entreprise entraîne des conséquences par son activité, par ses pratiques de gestion sur ses parties prenantes, c'est-à-dire ses clients, ses fournisseurs, ses salariés, l'environnement, ses territoires d'implantation, l'État, et qu'elle est plus ou moins responsable dans toutes ces dimensions. Petit 1. Petit 2, que la finance, en orientant ses flux vers ces entreprises plus responsables, permet ou non l'évolution de la société vers, d'un point de vue social, plus de bonheur, plus d'épanouissement, plus de liberté, plus des conditions de vie de meilleure qualité, et puis, d'un point de vue environnemental, l'atténuation du dérèglement climatique, l'adaptation progressivement au dérèglement climatique, la préservation de la biodiversité, la préservation des autres ressources. Et que donc cette finance peut contribuer à l'évolution vers une société plus inclusive, plus heureuse, plus durable, et dans la durée même permettre la neutralité carbone et l'atteinte des objectifs du développement durable. Ça, c'était vraiment très disruptif. Et qu'est-ce qui a fait justement, quel a été l'élément déclencheur ? Est-ce que tu as
plusieurs périodes, parce que 7 ans, c'est long. Est-ce qu'il y a eu quand même quelques moments qui ont été charnières pour toi et qui t'ont permis soit justement d'accélérer, soit de tenir, parce qu'il faut tenir, il faut avoir quand même avoir envie de continuer et de se battre. Ça a été quand et comment ça s'est passé? Est-ce que tu as des éléments à nous partager à ce sujet? Des éléments charnières, ça a été les soutiens des uns, des autres, le fait de voir les étoiles dans les yeux d'une personne, le fait de voir dans l'accueil par l'autre le sens profond que j'attribuais à cette démarche, le fait de déclencher des investissements. Ce qui m'a permis de tenir, c'est ça. Et c'était profondément la conviction de la nécessité de ces nouveaux modèles. Mais ça n'a pas toujours été facile. Ça n'a pas toujours été facile. C'est une période aussi sur le plan personnel qui a été assez transformatoire pour moi, parce que j'ai eu un enfant pendant cette période. Donc ça faisait 2 enfants à gérer. Ouais, c'est ça. Il y avait 2 bébés, dans cette période. C'est aussi une période. Enfin, comment dire, le fait que ça dure aussi longtemps, ça a aussi été influencé par la crise financière de 2008, qui a complètement fermé le marché de la levée des fonds. Donc ça a joué aussi. Et est-ce que tu as rencontré justement, au-delà des difficultés qu'on a pu échanger, vraiment un moment où tu t'es dit en fait ça va pas le faire, quoi. Les gens n'y croient vraiment pas. Ça va être trop difficile. Oui, j'ai vécu des moments comme ça. Il y a eu des gens autour de moi, des gens même proches, ma famille, qui m'a conseillé d'arrêter. Mais je ne pouvais pas. En fait, c'était existentiel. Il fallait que je porte ce projet. J'étais convaincue de son utilité, de sa nécessité. Je pouvais pas renoncer. Et est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui, puisqu'on parle de ce fonds, mais on n'a toujours pas utilisé le mot, donc c'est Alter Equity que tu as créé. Est-ce que tu peux nous présenter un peu, nous dire un peu quelle est la thèse d'Alter Equity et puis surtout ce que ça représente aujourd'hui en termes de montant levé, de sociétés investies? Oui, très volontiers. Donc, nos investissements au capital d'entreprises qui, par leur activité, sont utiles d'un point de vue social ou environnemental. Social, ce sont tous les métiers de l'éducation et de la culture, de l'accès à l'emploi et plus largement de l'intégration dans la société par l'emploi, mais pas forcément uniquement, du bien-être et de l'épanouissement personnel et professionnel. Ça, ce sont les dimensions sociales ou environnementales, c'est-à-dire qui forment des solutions aux grands enjeux climatiques, d'une part, préservation de la biodiversité, préservation des autres ressources. Donc ça, c'est la première dimension. La deuxième, c'est cet accompagnement en termes de RSE, l'obligation que nous fixons aux entreprises de progresser dans leur pratique de gestion vers plus de responsabilité sociale et environnementale en adoptant un plan d'action dédié qui va avoir des conséquences majeures sur la rémunération variable des dirigeants. Le tout en recherchant un rendement financier élevé pour nos souscripteurs, pour la raison que j'évoquais tout à l'heure, de rémunérer leurs risques d'une part, et puis de contribuer à démontrer qu'on peut être rentable et responsable, et porter dans la durée des modèles économiques contributifs au collectif, permettant une société heureuse, inclusive d'un point de vue social et durable d'un point de vue écologique. Et ça a été démontré, la rentabilité, ça a été démontré, la rentabilité, le modèle fonctionne depuis que Alter Equity existe? Tout à fait. Les cessions que nous avons réalisées s'élèvent en moyenne à 3,1 fois les montants investis. En TRI, on est proche de 30% en brut. Donc voilà, on a des résultats financiers qui sont
tout à fait honorable par rapport au marché. Voilà. Et en termes d'impact, nos participations ont permis d'éviter l'émission de 8,9 millions de tonnes de CO2. C'est absolument énorme. C'est plus de 2% des émissions de la France en 2024. Donc, un très gros résultat d'impact. Et puis, d'autres résultats au-delà de l'impact climatique, de création d'emplois, d'éviction d'utilisation de bouteilles en plastique, etc. Et c'est qui ces boîtes, si on peut un peu les nommer, qu'on puisse se représenter pour nos auditeurs, qui permettent cette diminution de l'empreinte carbone, par exemple? Oui. Alors, pour répondre à la question que tu posais tout à l'heure, nous avons investi dans 30 entreprises. Ouais. Il nous en reste un peu plus de 15 en portefeuille compte tenu des sessions qui ont déjà été réalisées. Et des exemples, par exemple, les deux derniers investissements que nous avons conduits, mais enfin, je peux vous parler de beaucoup d'autres sociétés, parce qu'alors là, je suis inarrêtable. Nous avons investi dans une société qui s'appelle Sirocco en novembre dernier, d'efficacité énergétique du transport maritime, qui permet aux navires de diminuer leur consommation de fuel de 10% en moyenne et jusqu'à 25% dans des conditions de mer agitées. En fait, la manière dont ça fonctionne, c'est que le capitaine d'un bateau doit décharger sa cargaison à un certain jour, à une certaine heure, dans son port d'arrivée. Et donc, se dépêche d'arriver en avance le plus vite possible. Et ensuite, s'il a 2-3 jours d'avance, eh bien, il reste dans la rade devant le port, éventuellement parfois d'ailleurs au moteur. Là, c'est de l'intelligence artificielle qui va, en tenant compte des caractéristiques du bateau, sa taille, son poids, la répartition de ce poids, de sa cargaison, mais aussi d'éléments extérieurs, de météo, de courant, de vent, etc., déterminer des milliers de routes possibles pour partir du point de départ au port d'arrivée, et qui va donc déterminer la route optimale. Ça devient un peu la tour de contrôle, les aiguillères de mer. Exactement. Et comme le dispositif est assez fiable, eh bien, les capitaines s'en saisissent. C'est un point important parce qu'il y a un certain nombre de dispositifs concurrents qui existent, mais les armateurs les font poser dans les navires et ensuite les capitaines ne les utilisent pas. Là, c'est très utilisé par les capitaines parce que c'est extrêmement fiable et facile d'usage. Voilà, donc avec des résultats potentiels si le business plan est atteint ou même un petit peu inférieur qui sont considérables. Le trafic maritime, c'est 3% des émissions de gaz à effet de serre. C'est plus que l'aérien. D'ailleurs, dans l'aérien, alors je fais une petite parenthèse par rapport au deuxième investissement récent que nous avons conduit. Nous avions investi dans une société qui s'appelle Open Airlines, que nous venons de revendre à nos confrères de Eiffel, qui permet de diminuer de 2 à 5% la consommation de kérosène par les avions. Donc très très efficace. Et comment Ouais. Alors c'est une accumulation de mise en pratique de best practices qui sont celles de l'IATA. Donc elles ne sont pas spécifiques à l'entreprise, mais l'entreprise va permettre de les mettre en pratique. Par exemple, dans un avion, il y a des freins dans les roues, un peu comme les freins de ton vélo, en plus des freins qu'on connaît, qui sont dans les ailes, mais elles utilisent de l'électricité, donc du kérosène en vol. Et donc ça va rappeler au pilote qu'il atterrit, admettons, à Marrakech, et donc a priori par hypothèse, mais on va essayer de le vérifier par des statistiques météo et par la météo d'ailleurs du jour, la piste est sèche et donc il va pouvoir, et en plus elle est longue, et donc il va pouvoir freiner. Voilà. Donc, ça, c'est un exemple. Deuxième exemple, dans beaucoup d'aéroports a été rendu obligatoire l'atterrissage par palier. Ça veut dire, je commence de descendre. Je suis pilote, je commence à descendre, mais je dois remettre des gaz pour faire un palier parce que c'est beaucoup plus sécurisé que si je descends de façon linéaire où j'ai plus de risques de pic, de chute. Mais dans un certain nombre d'aéroports, il est possible d'atterrir de façon linéaire sans ces paliers. Or, ces paliers sont extrêmement consommateurs. Remise des gaz. Tout est dans le... Donc là, le système va rappeler au pilote que à Marrakech, par hypothèse, il a le droit de descendre de façon linéaire et va lui indiquer à partir de quel point
il peut partir de la façon la plus safe possible, parce que quand il est en altitude, l'avion consomme très peu. C'est quand il est près du sol, du fait de la gravité, qu'il consomme beaucoup plus. Donc il faut rester le plus longtemps possible. Donc on a des pilotes écolos et des pilotes moins écolos. Exactement. Et alors les pilotes se prennent au jeu en appliquant une trentaine de best practices les unes à côté des autres, qui chacune économisent un tout petit peu, mais ensemble, ça représente 2 à 5% de kérosène, ce qui est tout à fait considérable. Deuxième investissement récent, une société qui s'appelle Montabo en Allemagne, qui a complètement craqué l'installation de pompes à chaleur. Tant et si bien que elle a réalisé un chiffre d'affaires de 2,5 millions d'euros la première année d'exploitation en 2024. Elle prévoit 11 millions en 2025, donc 4 fois plus. Et d'ailleurs, c'est aussi le rythme de croissance de Sirocco dont je te parlais à l'instant, qui prévoit aussi une croissance d'être à 4 fois en 2025 son chiffre d'affaires de 2024. C'est pas toujours aussi fort, la croissance des entreprises dans lesquelles on investit, mais enfin, globalement, on est sur des entreprises qui connaissent des croissances très très fortes. On avait investi aussi dans une société qui s'appelle Efficia, qu'on a revendu près de 7 fois notre investissement d'efficacité énergétique des bâtiments. On a investi dans une société qui s'appelle Innovafeed. Oui. Les gens connaissent en général Insect, mais Innovafeed, c'est une société qui est in bonis, qui fonctionne bien. On a fait un rendement de plus de 400% sur cet investissement, qui élève des mouches. Vous l'avez revendu? Oui, on a vendu notre ligne il y a plusieurs années maintenant. Et en fait, ce sont les larves de ces mouches qui sont cuites et utilisées sous forme de farine pour nourrir des animaux d'élevage, et notamment des poissons d'élevage. Et en ce qui concerne les poissons, ça permet d'éviter de pêcher des poissons sauvages. Il faut à peu près 4 kilos de poissons sauvages pour produire 1 kilo de poissons d'élevage. C'est une aberration écologique. Et quand on pêche ces poissons sauvages, ce sont des poissons de profondeur, ce ne sont pas ceux que nous mangeons nous. Et donc très souvent, ça conduit à racler les fonds marins, ce qui brise des écosystèmes, et en plus libère du CO2 qui est capté au fond des océans. Donc c'est vraiment une catastrophe écologique. On a investi dans une société qui s'appelle TIL, qui se préoccupe de santé mentale des salariés. On a investi dans une société qui s'appelle NeoBrain, qui s'occupe de développement professionnel des salariés et d'adaptation pour les entreprises du personnel à leurs besoins dans la durée, y compris en l'anticipant, ce besoin dans la durée. Voilà. Et on pourra y revenir parce que j'adore les exemples et c'est quand même c'est aussi ce qui nous passionne, c'est de parler des entreprises qu'on finance. Si on revient un peu à la thèse aujourd'hui, il y a combien sous gestion? Enfin, il y a combien sous gestion chez Alter Equity? À peu près 250 millions. Et combien de fonds ont été déployés? On est en train de lever notre 3e fonds, ayant procédé à son premier closing en juillet 2024. Donc c'est dans le cadre de ce 3e fonds que nous venons de réaliser les 2 investissements dont je viens de parler, Sirocco et Montamo, et on continue de le lever. Et donc on a 2 autres fonds, un premier fonds qui faisait un peu plus de 40 millions, un deuxième fonds qui faisait un peu plus de 110 millions d'euros. Et maintenant qu'on est dans un nouveau monde depuis les élections américaines récentes, depuis l'arrivée de l'intelligence artificielle, depuis qu'il y a la guerre, qu'on a un contexte, on va dire, très très mouvementé et évoluant, qui évolue beaucoup et très vite. Comment on se retrouve là-dedans et comment on arrive à défendre encore ces positions impact, environnement quand de l'autre côté de l'Atlantique, on est en train d'effacer le fruit de nombreuses années de travail. Voilà, comment tu perçois ça? Je fais une petite digression un peu politique, mais du coup, on peut difficilement ne pas être politique quand on fait de l'impact. Exactement, je pense que l'impact est fondamentalement politique. C'est beaucoup plus difficile, et j'ajouterais à tous les éléments que tu viens de mentionner, la CSRD qui a obligé les grands groupes cotés à mettre en place des dispositifs de mesure de leur impact, de l'impact de leur entreprise sur l'environnement
et les personnes, et aussi de l'impact des enjeux sociaux et environnementaux sur leur business model, sur leur entreprise, mais dans une granularité qui a été très lourde, qui a engagé des frais importants et qui a beaucoup irrité, a fortiori dans un contexte macro qui a été rendu plus difficile pour les raisons que tu évoques, notamment. Donc aujourd'hui, il y a un rejet des enjeux de RSE et de l'impact, et donc c'est beaucoup plus difficile. Et un intérêt d'un certain nombre de LPs pour d'autres types de fonds, l'intelligence artificielle, comme tu l'évoquais, notamment. Et de toute façon, un contexte de levée qui est difficile pour tout le monde. Donc, c'est difficile, on s'accroche, on se bat, on démontre chaque jour par nos résultats que ça fait du sens pour les investisseurs d'investir d'un point de vue financier. Et aussi, on passe beaucoup de temps à essayer de développer la conscience ou de maintenir, enfin en tout cas, on ne renonce pas malgré la difficulté. J'ai écrit avec Alain Grandjean une tribune qui a été publiée le week-end dernier dans Le Monde sur ce sujet, une autre dans Les Échos début avril. Oui, tu restes très très engagé. Aujourd'hui, voilà, je reste très engagée pour porter l'idée que nous devons tous, à l'échelle individuelle et collective, assumer la responsabilité qui est la nôtre, parce que nos aînés ne connaissaient pas la gravité des dérèglements environnementaux et parce qu'on a tous une responsabilité sociale, donc d'assumer la responsabilité qui est la nôtre vis-à-vis des générations futures, vis-à-vis des autres géographies, de porter un monde meilleur. Nos aînés ne savaient pas la gravité de ce dérèglement, et après nous, il sera trop tard. Donc c'est maintenant, c'est nous qui pouvons changer les choses, et si on ne le fait pas, eh bien ce sera le chaos, l'apocalypse. D'ailleurs, on s'y dirige quand même assez largement. Mais donc, c'est difficile. Et ce que je voulais dire, c'est que oui, l'impact est fondamentalement politique. Mon intention, au départ, et je commençais à le dire tout à l'heure, c'était d'utiliser l'entreprise pour servir l'intérêt général, pour, je l'ai dit, mais de façon un peu dispersée, pour faire en sorte que la finance soutienne des entreprises plus responsables, plus utiles, et même peut-être un jour régénératives, de modèles permettant la survie de l'humanité. C'est vraiment ça dont il est question aujourd'hui, et en amont de la survie de l'humanité, de conditions de vie agréables sur Terre. Il y a une quinzaine de jours, un dirigeant de Allianz postait sur LinkedIn des mots qui disaient à 3 degrés de réchauffement, les assureurs n'assureront plus un grand nombre de biens, et si ces biens ne sont plus assurés, ils ne pourront plus être financés, et c'est la fin de l'économie de marché, c'est la fin du capitalisme. Et c'est pas un révolutionnaire zadiste qui dit ça, c'est un membre du directoire de Allianz. Avant lui, et là, il parle d'un réchauffement à 3 degrés. 3 degrés, c'est le scénario central du GIEC aujourd'hui et de l'administration française. Je précise d'ailleurs que un réchauffement à 3 degrés à l'échelle mondiale, c'est 4 degrés en France, à échéance 2100. Donc, voilà, on est dans un contexte qui est extrêmement préoccupant, et il est très important que chacun, individuellement, collectivement, et nos entreprises, forment des solutions. Voilà. Donc, c'est ce que l'impact a commencé de faire, mais n'a pas complètement fini de faire. C'est ce que l'impact a commencé de faire, parce que moi, quand j'ai commencé de travailler sur Alter Equity, quand on parlait de responsabilité de l'entreprise, il se passait ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'on me regardait comme une illuminée. Heureusement, et comme tu le disais aussi, mon parcours professionnel me donnait une certaine crédibilité. Heureusement, tu n'es pas seul, t'as été rejoint par voilà, absolument. Pas mal d'acteurs. Absolument, oui, là je parle de moi, mais c'est le cas de tout le monde en fait. Je veux dire, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que voilà, il y a 20 ans, 15 ans, 20 ans, parler de responsabilité de l'entreprise, c'était complètement hors de propos, il a fallu un certain temps. Aujourd'hui, on s'est habitué, et on trouve, les dirigeants économiques ont
ont intégré l'idée qu'ils portent une forme de responsabilité. Mais ils nous répondent aujourd'hui, laissez-nous développer nos entreprises, regardez le contexte, ça coûte trop cher ce dont vous nous parlez, il faut qu'on reste compétitif dans tous les éléments que tu évoquais. Et ça, on l'a pas encore réussi. On n'a pas encore réussi à faire comprendre ce que ce dirigeant d'Alliance nous rappelle, c'est-à-dire que l'entreprise est en danger elle-même de mort si le système économique ne perdure pas et qu'on ne prend pas conscience dans la complexité de ce contexte. Et avant cela, parce que là on va me prendre à nouveau pour une illuminée, il y a quand même des vrais enjeux de license to operate. Et ça, par exemple, les grandes banques, en tout cas un certain nombre de grandes banques l'ont compris. C'est beaucoup plus difficile aujourd'hui qu'il y a 15 ou 20 ans pour une grande banque française ou internationale de recruter les diplômés des grandes écoles. Un certain nombre d'entre eux écrivent des tribunes en disant « on ne veut pas ce système et on n'ira pas chez vous ». Donc elles comprennent que pour attirer les meilleurs éléments, pour continuer d'attirer un certain nombre de clients, y compris dans ces populations, il faut qu'elles s'engagent en termes de responsabilité. Et donc ça, c'est le cas des banques, mais c'est le cas dans quand même un certain nombre d'activités. Beaucoup d'industries, beaucoup d'activités. Ouais. Donc voilà, les entreprises ont intégré ce discours de responsabilité, mais elles n'ont pas intégré complètement qu'elles sont moteurs et un acteur essentiel, qu'elles portent une responsabilité majeure dans le fait d'arriver à une situation de net zéro, neutralité carbone. Donc là, il y a encore beaucoup de boulot à faire pour l'impact, pour chacun de nous, a fortiori dans le contexte que tu rappelais, qui ne va pas du tout dans ce sens. Mais on ne lâche pas l'affaire, hein. On est sur la balle, comme dirait... Et puis c'est cyclique, ça reste cyclique, on investit sur des temps longs, donc de toute façon le combat est long et ça peut Là, on peut espérer que la vapeur, en tout cas que ça se renverse. Oui. Et de toute façon, il ne peut en être autrement de ce que tu dis. Il va falloir de toutes les manières qu'elle se renverse et qu'on soit toujours plus impliqué et qu'on soutienne toujours plus, qu'on prenne toujours plus conscience de ce qui est en train de se passer. Malgré cela, il y a eu quand même... si on rembobine de quelques mois, parce que encore une fois ça va très vite, mais avant ces derniers changements, on va dire Trump, il y avait quand même un engouement assez incroyable pour l'investissement à impact. Tous les fonds se disaient et se disent encore pour certains, mais se disent impact, en tout cas prennent en compte. Pour toi, tu le vois comme une victoire, tu le vois comme aussi une forme d'impact bashing parce que c'est trop, d'impact washing parce que c'est, voilà, ça y est, maintenant c'est devenu la mode, donc tout le monde met un peu d'impact comme tout le monde mettrait un peu d'IA demain ou de. Comment tu vois les choses, comment tu le perçois toi qui étais à l'origine et qui a vu arriver tous ces fonds autour, tu vois, changer un peu soit de fusil d'épaule, soit de discours marketing, soit de thèse. Comment tu perçois la chose? Oui. Alors, pour illustrer ce que tu viens de dire, effectivement, il y a eu une forte croissance des fonds à impact. Le GIN, le Global Impact Investment Network américain, estime qu'il y a à peu près 4000 organisations dans le monde qui soutiennent des investissements à impact, que ça représente des actifs sous gestion de 1600 milliards de dollars. Ça commence à faire pas mal. Ça commence à faire pas mal et qui représente toujours un peu plus de 1% des actifs gérés. En croissance d'une vingtaine de pourcents par an depuis 2019. Donc un fort essor. Est-ce que il y a du greenwashing? Alors, premièrement, est-ce que c'est une bonne chose? Oui, vraiment oui, rataoui, encore oui. Plus il y aura de fonds engagés sur ces sujets, compte tenu du stade d'évolution où est notre société, notre économie, ce que je voudrais, c'est que toutes les entreprises soient régénératives, soient utiles, soient contributrices à un monde meilleur. Mais aujourd'hui, on n'en est pas du tout là. Donc, il faut encore porter en dehors du système des modèles régénératifs, contributifs, des solutions aux grands enjeux sociaux et environnementaux. Et donc, c'est formidable qu'il y ait de plus en plus de structures à impact. Ça me semble extrêmement important. Est-ce que l'impact washing existe? Oui. Il existe à grande échelle.
Est-ce que c'est très embêtant ? Oui, parce que ça contribue à décrédibiliser l'impact, mais je préfère qu'il y ait plus de fonds d'impact et qu'il y ait de l'impact washing plutôt que moins de fonds d'impact. Donc, je pense qu'il faut ça fait partie de la règle. Des aléas, du bon développement de ce. C'est un univers qui est naissant, qui a une maturité qui rend difficile la réglementation, et quand on essaye de la faire comme l'Union européenne a essayé de le faire avec la taxonomie, alors c'était pas exactement les fonds impact, mais c'était d'essayer de définir quelles sont finalement des activités à impact environnemental seulement pour le moment. C'est extrêmement difficile. Donc, je ne dis pas que l'impact washing est bien, moi ça me déplaît évidemment profondément, mais je préfère que des fonds se disent à impact alors qu'ils font un peu n'importe quoi, plutôt que personne ne fasse d'impact dont on a énormément besoin. Mais oui, on voit des trucs hallucinants, un fonds qui se dit article 9 dans le cadre du règlement SFDR. Ah oui, ça c'est fait. Parce qu'il soutient l'électrification d'équipements, mais seulement il le fait aussi dans des pays où l'électricité est fossile. Au secours, on peut pas accepter que ce soit considéré comme article 9 / impact. Enfin, je ne suis pas en train de dire que l'article 9 c'est de l'investissement à impact, mais en tout cas, ça soulève beaucoup de débats dans le monde de l'impact sur cet article 9. C'est une bonne chose que ça existe parce que ça permet d'unifier un peu, d'uniformiser au niveau européen, de ce que je comprends. Hein. Je suis pas un spécialiste, mais de pouvoir un petit peu mieux identifier et flécher finalement l'épargne et l'investissement, soit des Français, soit l'investissement des LP. Néanmoins, il y a encore, c'est quand même un peu la foire fouille, quoi. On peut trouver vraiment tout et son contraire dans cet article 9, quoi. On est d'accord. Il y a encore du boulot, quoi. Il y a encore du boulot. C'est quand même réglementé. C'est un petit peu vérifié par l'AMF, mais oui, il y a des abus. Mais tu parlais de ces notions. Il y a des choses qui sont assez extrêmes encore possiblement dans cet article. Je pense qu'il va falloir encore un petit peu plus peut-être spécifier pour mieux flécher, parce que les efforts sont pas les mêmes entre les fonds. Et mon conseil à cet égard pour les souscripteurs, c'est de regarder en détail les portefeuilles des fonds avant d'investir. Et de se poser la question, est-ce que on me dit qu'un produit cosmétique, parce que j'achète juste la poudre et je vais rajouter l'eau, mais qui est vendu dans des emballages en plastique, est-ce que c'est de l'impact ? Chez nous, on dit non. Le plastique, il faut éviter à tout prix l'usage du plastique. Donc, dès qu'on peut utiliser autre chose que le plastique, par exemple en l'occurrence le verre, qui présente d'autres difficultés, mais qui est recyclable, etc., c'est impossible d'utiliser du plastique. Donc ça, nous, par exemple, on n'a pas investi dans un produit de cette nature, alors qu'un autre fonds peut avoir investi. Et des sujets comme ça, on en a tous les jours. Donc il faut regarder. Là, je voyais récemment un fonds qui ne se dit pas à impact, mais enfin qui utilise les termes de l'impact pour décrire sa philosophie d'investissement, et qui avait investi dans des réseaux sociaux pour adolescents qui créent de l'addiction, où il y avait eu des problèmes d'ailleurs, y compris des suicides d'adolescents. Enfin, je veux dire, à un moment, c'est complètement incompatible. Donc voilà, il faut regarder le portefeuille des fonds en détail, tous les dossiers, et voir si tous les dossiers en profondeur semblent former des solutions aux grands enjeux sociaux et environnementaux, ou si on y trouve des choses qui n'ont rien à faire là, d'une part, ou parce que tel qu'un réseau social, c'est vraiment pas à impact, ou même des produits ou des services qui ont l'air de l'être, mais quand on creuse un peu, qui ne le sont pas ou qui posent d'autres problèmes, qui ont ce que nous appelons des externalités négatives problématiques. Justement, ça me permet de faire le lien, parce qu'en plus que le temps file, et je sais que tu as une obligation, je profite quand même. Comment tu vois... ça me permet de faire le lien avec tes éventuels conseils d'investisseurs. On s'adresse quand même à une communauté, à l'écosystème VC, mais également à Apprenti VC, mais aussi des investisseurs particuliers ou professionnels. Du coup, c'est quoi un peu tes recommandations d'investissement, d'investisseurs, et plus spécifiquement dans le monde de l'impact? C'est quoi tes critères
vraiment important avant de prendre une décision d'investissement? Celui que je viens d'évoquer, je pense que c'est vraiment absolument majeur. L'intentionnalité des dirigeants, c'est pas la même, par exemple, dans une structure qui ne fait que de l'impact ou une structure qui investit dans d'autres types d'actifs et dont on peut donc considérer que l'impact, finalement, ça devient une opportunité business, peut-être plus qu'une conviction fondamentale. Je ne le reproche pas. Et comme je le disais tout à l'heure, je veux dire, toutes les initiatives d'impact sont bienvenues, mais c'est quand même une différence importante. Si c'est possible, je conseille de rencontrer les dirigeants pour sentir leurs valeurs, cette intention, la cohérence de l'équipe, en tout cas ce qu'on peut en percevoir. Et si possible aussi de se faire conseiller par des gens compétents, ce qui est déjà difficile à trouver, et qui ne sont pas en conflit d'intérêts. Mais mon conseil, c'est aussi vraiment de concentrer ses investissements sur l'impact. On a besoin d'investissements, on a besoin d'entreprises responsables, utiles au collectif, et donc dans tous nos actes du quotidien, dans notre consommation, mais aussi dans la gestion de notre patrimoine, soyons responsables. Comment tu verrais la possibilité de faire la promotion de l'impact au grand public? Est-ce que tu vois, est-ce que tu perçois justement un développement de l'impact et plus d'implication de la part du grand public? On parlait tout à l'heure du fait que tu avais, à tes débuts, plutôt réussi à convaincre parmi tes LP, donc tes investisseurs, des grands chefs d'entreprise ou des grands dirigeants. Mais comment on va faire en sorte que tout le monde ait envie d'investir et de soutenir l'impact? Probablement Comment on va démocratiser tout ça? Ouais, en démontrant que justement cet investissement à impact, il présente l'avantage d'être à la fois utile et rentable. Et quand on montre aux gens que, grâce à leur investissement, on peut diminuer les émissions de la France de 2%, ce qui est colossal, en tout cas au regard des montants investis chez Alter Equity, c'était de l'ordre de 150 millions, ça se rapporte à peu près à 150 millions investis. Oui, c'est proportionnellement assez fou. Donc d'éviter des consommations, d'éviter de permettre la réutilisation de matières, de permettre le mieux-être de personnes, de permettre l'éducation de nos enfants, de permettre la formation continue d'adultes. En fait, les gens adorent, ils sont très très heureux. Mais souvent, il y a tellement d'intermédiaires entre eux et ces entreprises, in fine, qu'ils ne savent pas très bien comment s'y prendre pour avoir accès à ce type de fonds. Et justement, il est possible d'investir dans Alter Equity si tu as un investisseur particulier ou n'est ouvert qu'à des institutionnels ou autres? Les investisseurs particuliers, c'est entre 20 et 30% de nos fonds depuis l'origine. D'accord. Donc oui, c'est possible. Il faut être considéré professionnel au terme de la réglementation applicable, du règlement AMF, ce qui veut dire des investissements d'un certain montant. Mais je vous invite à nous consulter. Oui, c'est possible et on est très heureux d'accueillir les personnes privées. Qu'est-ce que j'aime bien, avant de laisser filer mes invités, leur poser la question de quelle est la question que je n'aurais éventuellement pas posée pendant cet échange, à laquelle tu aurais aimé répondre? En fait, il y a deux sujets qui me viennent à l'esprit. Je vais trop vite, qui me tiennent à cœur. D'abord, je pense que ce projet, il n'aurait pas été possible sans notre équipe, comme tous les projets entrepreneuriaux. Donc, je lui rends hommage, parce que c'est elle qui a fait ce travail, en réalité, au quotidien, beaucoup plus que moi. Et le deuxième sujet qui me vient à l'esprit, mais je l'ai déjà dit, mais c'est vraiment cette idée qu'on est tous responsables de notre communauté de destin et que par nos actes, on le change ou pas. C'est difficile de le faire parce que si je prends mon vélo
sous la pluie, c'est moins marrant que de prendre ma voiture. Et je me dis, mais bon, pour faire 2 kilomètres, ça change rien. Mais en fait, si tout le monde réagit comme ça, on n'y arrivera jamais. Donc oui, si, ça change tout. C'est vraiment l'accumulation de petites choses à l'échelle individuelle qui va tout changer. Il faut le faire, à la fois pour l'avoir fait et aussi pour entraîner les autres et montrer progressivement que seul ce comportement est responsable et digne, et que c'est irresponsable et indigne de ne pas le faire. Alors bon, je dis pas de prendre le vélo sous la pluie, mais je veux dire en tout cas de continuer de partir en avion le week-end à Rome en 2025, c'est plus possible. De continuer de manger de la viande rouge 5 fois par semaine ou 10 fois par semaine, c'est plus possible. De continuer d'acheter 5 fois plus de vêtements que ceux dont on a besoin, c'est plus possible. Alors bon, il y a des sujets qui ont plus d'impact que d'autres, mais il faut tous modifier nos comportements. Et en modifiant nos comportements, nous montrons aux autres qu'il faut qu'ils le fassent aussi, nous montrons aux organisations qu'il faut qu'elles le fassent aussi, nous appelons les politiques à le faire aussi, et progressivement, on entraîne un changement sociétal. Donc, c'est ça mon cri du cœur, c'est n'attendez pas que votre voisin passe à l'action, n'attendez pas que l'État passe à l'action, que votre entreprise passe à l'action, faites-le, parce que c'est tous en le faisant qu'on emportera le collectif. Et si chacun, on se dit, non, ça change rien, eh bien, c'est sûr que ça changera rien. On créera l'apocalypse. Donc, soyons acteurs, et c'est d'ailleurs la meilleure solution contre l'éco-anxiété que d'agir, a fortiori d'agir en collectif. Soyons acteurs d'un monde plus souhaitable, plus heureux et plus durable. Eh bien, merci beaucoup Fanny pour cet échange. Nous, on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel entretien avec un VC. À très bientôt. À bientôt. Merci Benjamin.